Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho, ce soir, la femme marocaine dans le nouveau modèle de développement. C'est aussi l'intitulé du Policy Brief qui vient de paraître au Policy Center for the New South et qui a listé les diverses inerties juridiques et sociétales qui restreignent l'effectivité des droits de la femme marocaine et aussi de son employabilité. Pourtant, la Constitution de 2011 a consacré l'égalité des genres, un fait sur lequel s'attarde d'ailleurs la Commission du nouveau modèle de développement dans son rapport présenté le 25 mai dernier à Sa Majesté le roi Mohamed VI au Palais Royal de Fès. Dans le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le souverain, la proportion de femmes ministres a presque doublé en comparaison avec la formation précédente, renforçant ainsi l'orientation du royaume à assurer l'équité et la parité dans les postes de décision. Alors, retour sur les principales conclusions du Policy Brief avec son auteur, Abdeslam Jaldi, qui sera avec nous dans quelques instants. Bienvenue à tous. Abdeslam Jaldi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame et merci pour votre aimable invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste au département recherche en relations internationales au Policy Center for the New South, avec bien sûr un focus particulier sur le droit international et les relations internationales. Encore une fois, bienvenue à vous. Alors, avant de parler de la femme marocaine dans le nouveau modèle de développement, parlons de la femme marocaine dans le nouveau gouvernement. Alors, c'est une bonne nouvelle finalement, cette femme ministre? Effectivement, madame, je pense vraiment que la composition gouvernementale, la dernière composition gouvernementale, issue des élections de septembre dernier, incarne une prise en compte de plus en plus perçue du rôle vraiment de la femme, du rôle que doit jouer effectivement la femme dans les plus hautes sphères du pouvoir au Maroc. Personnellement, je pense que 4 observations méritent d'être relevées. Première observation, c'est une féminisation, la féminisation, on va dire, relative vraiment du nouveau cabinet ministériel. Rappelons à cette fin que sur 24 portefeuilles ministériels, 7 ont été attribués à des femmes, c'est-à-dire un taux de 30% par rapport au précédent gouvernement, qui n'en comptait que 4, ce qui constitue d'ailleurs une première dans la vie politique marocaine. Deuxième observation, c'est tout simplement les profils vraiment des ministres femmes, des profils vraiment qui sont très pointus, qui sont composés essentiellement de technocrates, à l'image d'ailleurs vraiment du nouveau gouvernement, ce qui constitue un avantage. À titre d'exemple, je rappelle ici que Mme Leila Ben Ali, qui dirige le département de la transition énergétique et développement durable, était à juste titre membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Madame Rita Mezour à la tête du ministère délégué chargé de la transition énergétique et de la réforme administrative, et tout simplement professeur à l'Université internationale de Rabat et professeur visiteur à l'Université Maryland au Collège Park. Madame El Mansouri et Madame Nabila Rmili, qui ont été élus respectivement maires de Casablanca et de Marrakech, et ce qui constitue une première dans l'histoire du Maroc. Et troisième observation, c'est effectivement le fait, madame, vraiment, que la composition féministe du nouveau gouvernement de M. Ernouch s'est vu octroyer des postes de responsabilité dans des ministères stratégiques d'une extrême importance, extrêmement importants, justement à juste titre pour la relance économique et également pour traduire les objectifs du nouveau modèle de développement. À l'instar, par exemple, du ministère de l'économie et des finances, qui est occupé pour la première fois dans l'histoire du Maroc par une femme, ainsi vraiment que le ministère relatif au tourisme, la santé. Et quatrième observation, et je pense vraiment que c'est un point, madame, qui nécessite vraiment d'être souligné, c'est qu'à l'exception de madame Mansouri, qui est native de Marrakech, les 6 autres ministres femmes sont issues de l'écosystème Rabat-Casablanca. Cela peut peut-être donner l'impression que les compétences vraiment féministes sont concentrées dans l'axe Rabat-Casablanca, alors que les autres régions ne regorgent pas de profils féministes du même calibre. Quoi qu'il en soit, on peut dire, madame, que l'actuelle composition gouvernementale est davantage féministe, elle est davantage inclusive, mais peut-être qu'on aurait bien aimé voir un ministère vraiment des femmes chargé de la condition féministe et l'égalité entre les hommes et les femmes. Absolument, et qui pourrait répondre justement à cette question que vous avez traitée dans ce policy paper et qui revient bien sûr sur l'une des priorités, si ce n'est la priorité de ce nouveau gouvernement, le nouveau modèle de développement. Rappelons peut-être avec vous, Abdeslam Jaldi, la place de la femme marocaine
dans ce nouveau modèle de développement tel qu'il a été conçu, bien sûr, selon les recommandations de cette commission spéciale sur le modèle de développement? Alors, rappelons à cette femme, madame, que le nouveau modèle de développement avait reconnu que la situation économique et financière des femmes est tout à fait précaire, Bien sûr. entre autres de par vraiment leur faible taux d'emploi, bien vraiment que le marché de travail soit assez féminisé durant les 20 dernières années. D'ailleurs, selon le rapport de la commission spéciale chargée du modèle de développement, les femmes au travail ne se voient pas offrir les mêmes opportunités que les hommes. Elles occupent plus souvent les emplois à des bas salaires et se heurtent à un plafond de verre qui leur interdit les fonctions dirigeantes lorsqu'elles accèdent à des professions supérieures. À cela s'ajoute, je pense, madame, les distorsions en matière de répartition des femmes et des hommes sur le marché de travail qui évoluent peu, malgré d'ailleurs la progression du nouveau moyen d'éducation des femmes et l'interdiction vraiment de toute forme de discrimination envers elles. Un constat d'ailleurs qui avait poussé la commission spéciale chargée du modèle développement à associer les femmes aux jeunes et aux autres populations vulnérables en tant que personnes souffrant le plus des inégalités sociales, ce qu'on appelle d'ailleurs, madame, en droit les parties juridiquement vulnérables. Ces inégalités, selon la commission spéciale qui a été chargée du modèle développement, érigent à juste titre des barrières à l'inclusion de ces populations vulnérables dans le secteur formel, ce qui contribue à accroître leur vulnérabilité et par conséquent renforce les disparités sociales. Aussi, madame, je tiens à préciser qu'au-delà du volet économique, la commission spéciale chargée du modèle de développement avait souligné que la position précaire des femmes peut aussi être associée à la représentation culturelle de la femme, en l'occurrence la place de la femme dans la société marocaine, voire la perception de la femme dans l'imaginaire collectif marocain. Dans cette perspective, la commission avait reconnu certes que la société marocaine elle avait reconnu, on va dire, madame, de manière implicite, pas de manière explicite, que la société marocaine est passée d'une société, durant les dernières années, est passée d'une structure traditionnelle, de nature patriarcale et tribale, à la famille nucléaire de plus en plus urbanisée, dans laquelle la femme s'autonomise par le travail et contribue financièrement à la marche du foyer. Cependant, elle avait reconnu parallèlement qu'elle reste considérée d'abord à travers son rôle d'une mère ou d'épouse, tandis que sa capacité et son droit à réaliser ses ambitions et à participer à la création de la richesse, en tant vraiment que citoyenne, ne lui sont pas pleinement reconnus. Alors, afin de remédier à cette injustice économique et sociétale, on peut même parler vraiment d'une injustice politique, la commission spéciale a souligné le besoin de valoriser la femme dans la société marocaine. Pour ce faire, elle s'est intéressée d'abord à l'axe économique. D'ailleurs, je rappelle, madame, que l'un des indicateurs de développement pour 2035 et le taux d'activité des femmes que la Commission ambitionne de tabler à 45%. Mais déjà que le nouveau gouvernement table de le porter à 30%, tel qu'il a été annoncé devant le Parlement par le chef du gouvernement lundi. Donc, on est sur la bonne lancée, j'ai envie de dire, pour atteindre cet objectif, si ce n'est le dépasser d'ici à 2035. Effectivement, madame, sur ce point, effectivement. Et aussi, madame, j'ajouterais que la Commission s'est parallèlement penchée sur l'axe de l'inclusion, qui tourne autour de la participation des femmes dans la société. Selon le rapport, cette participation peut être atteinte en offrant d'abord aux femmes un meilleur support social par le biais d'une meilleure protection sociale au travail, ensuite par le déploiement d'infrastructures de support, et après par le renforcement surtout, madame, de l'entrepreneuriat féminin formel, ce qui suppose préalablement d'élaborer des politiques publiques qui convergent vers les besoins de la femme, en avant avec la mise en place de la régionalisation avancée. Et enfin, une marche vers la parité salariale. Le nouveau modèle de développement avait parallèlement, madame, souligné le besoin de se concentrer sur l'éducation des femmes, de faire des efforts pour protéger leurs droits et de combattre les violences dont elles peuvent faire l'objet. J'ajouterai aussi, madame, qu'en termes d'actions plus concrètes, des propositions sont avancées par la Commission afin de combattre la marginalisation des femmes. Ces propositions sont essentiellement la reprise des débats sur l'interruption volontaire de grossesse, la responsabilisation du père lors d'une grossesse hors mariage, la réduction des pouvoirs des juges quand il s'agit de permission de mariage pour mineurs, ainsi que le partage de la tutelle des enfants entre les deux parents. La Commission avait aussi abordé le sujet de l'héritage et avait proposé que les décisions à ce sujet soient de la compétence des juges afin qu'ils évaluent les situations au cas par cas. Alors, ces recommandations, pour terminer, je dirais, madame, ces recommandations qu'elles marquent à juste titre un début pour une amélioration progressive de la situation des femmes au Maroc. Mais quoi qu'il en soit, nous paraissons en quelque sorte loin d'être suffisantes afin d'atteindre une réelle consécration de la femme dans le nouveau modèle de développement et par conséquent amorcer vraiment cette transition d'une égalité formelle au sens de l'article 19 de la Constitution qui reconnaît à juste titre vraiment l'égalité homme-femme vers une égalité réelle. Alors,
Bon, vous avez évoqué cette constitution de 2011, parce que là, on a parlé des limites, n'est-ce pas? Et si on évoquait aussi les acquis de la femme marocaine aujourd'hui pour brosser un tableau qui soit plutôt juste, parce qu'il n'y a pas effectivement que des freins, il y a aussi des acquis depuis cette constitution de 2011. Mhm. Alors, effectivement, madame, il y a effectivement des avancées qui ne datent pas obligatoirement depuis la Constitution de 2011. Mon point de vue personnel, ça date depuis l'adoption du Code de la famille en 2004. Je dirais, madame, voilà, que ce constat est de surcroît motivé par le fait que la politique en faveur des femmes s'est imposée durant les 20 dernières années au Maroc comme une politique d'égalité entre les sexes, outrepassant par conséquent la vocation protectrice du droit à l'égard de la femme comme partie juridiquement vulnérable. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de reconnaître des droits spécifiques à la femme marocaine, ce que la Constitution de 2011 avait à juste titre souligné, mais aussi essayer vraiment de mettre fin aux discriminations dont ils sont victimes. Alors, dans cette perspective, madame, on peut vraiment parler de 5 réformes d'ampleur inédite qui ont renforcé vraiment, on va dire, la protection juridique des femmes dans le système juridique marocain. Tout d'abord, il y a effectivement l'adoption en 2004 du Code de la famille, le Code de la famille qui ambitionnait à ce que la femme puisse s'affranchir de la tutelle masculine en abolissant les fondements de la domination juridique masculine dans la sphère privée. À titre d'exemple, la réforme du Code de la famille avait consacré l'égalité entre les époux dans la direction du foyer, à travers le co-responsabilité au sein de la famille, et par là même la disparition du concept de l'homme comme chef de la famille. Elle avait en outre instauré le droit de la femme à demander le divorce, une prérogative qui auparavant était uniquement réservée aux hommes par le biais de la réputation, tout en abolissant la tutelle sur la femme majeure, ce qui lui permet à juste titre de se marier sans l'accord d'un tuteur. La deuxième réforme qui a été orchestrée, c'est comme vous venez de le souligner, c'est effectivement la révision constitutionnelle de 2011. La Constitution de 2011 qui a eu le mérite d'ériger le concept d'égalité des sexes au statut de principe constitutionnel, notamment en consacrant la femme comme citoyenne assurée dans l'exercice de ses droits fondamentaux, qu'il s'agisse vraiment des droits de la première génération, ce qu'on appelle les droits, dans la terminologie juridique, les droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits économiques, socioculturels, les droits de la troisième génération, c'est-à-dire les droits de la solidarité, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de la quatrième génération, les droits numériques, qui résultent de l'usage des technologies et des techniques de communication et d'information. La Constitution avait parallèlement prévu, dans le cadre de l'article 136, la mise en place d'une instance constitutionnelle à connotation consultative qui sera chargée de veiller au respect des dispositions de l'article 19 de la Constitution, qui reconnaît le principe de l'égalité homme-femme. Il s'agit tout simplement de l'instance constitutionnelle chargée vraiment de la parité et de la lutte contre les discriminations. La troisième réforme est l'adoption en 2018 par le Parlement de la loi 103/13 relative aux violences faites aux femmes, une loi qui avait renforcé la protection des victimes et avait aboli des dispositions jugées rétrogrades, comme la prohibition du mariage forcé, la violence physique, la répudiation ou encore le harcèlement sexuel dans la rue ou encore dans le travail. Le quatrième moment, c'est l'arrêt de la Cour d'appel Tanger en 2019 qui avait orchestré un changement à tout égard irréversible dans la jurisprudence marocaine. Cet arrêt avait eu le mérite de reconnaître pour la première fois au Maroc le concept vraiment de viol conjugal, un concept qui n'existe même pas dans la terminologie juridique marocaine. Et en fin de compte, la cinquième réforme, c'est tout simplement la réforme qui a été orchestrée par un nouveau modèle de développement, qui avait placé à juste titre vraiment la femme au centre vraiment de la stratégie de développement du royaume. Cependant, ce que je tiens à préciser, en effet, c'est qu'en dépit vraiment de l'ensemble de ces mesures qui furent entreprises et adoptées durant les 20 dernières années, afin de renforcer l'autonomie politique et économique des femmes, tout en essayant vraiment de juguler les discriminations dont elles sont quotidiennement confrontées, fort est de constater que la situation des femmes demeure encore plus fragile que celle des hommes. Un constat que personnellement on peut vraiment l'imputer à 2 facteurs. Tout d'abord, les limites des tests juridiques relatives à la protection des droits des femmes qui restreignent l'effectivité des mesures adoptées en faveur des femmes. Et d'autre part, des limites sociétales qui sont principalement à la conception de la femme dans la société marocaine. Alors, s'agissant des limites juridiques, je tiens ici, madame, à souligner que les tests emblématiques que je viens maintenant d'aborder, qui furent adoptés durant les 20 dernières années dans la perspective de renforcer la protection des droits des femmes, comprennent un bon nombre de défaillances juridiques qui restreignent leur effectivité, à commencer par le Code de la famille, comme illustre la persistance du mariage des mineurs, ou encore leur homologation quasi systématique par les juges, bien que l'article 20 du Code de la famille
ne prévoit pas vraiment cette dérogation qu'à titre exceptionnel, tout en tenant compte du principe fondamental du meilleur intérêt de l'enfant, au même titre d'ailleurs que la polygamie, la tutelle des enfants et le divorce vraiment qui bénéficient des mêmes dérogations. La loi de 2018 aussi a été considérée vraiment par un bon nombre d'observateurs comme une loi au-dessus des normes internationales, pour la simple raison qu'elle n'incorpore pas un ensemble vraiment de formes de violence qui sont reconnues par le droit international, mais qui ne le sont pas encore par le droit marocain, à l'exemple du vol conjugal, les violences verbales, les violences psychologiques, tout comme elle n'assure pas la protection juridique de certaines catégories des femmes, à l'exemple des femmes célibataires, les femmes migrantes, les femmes réfugiées ou encore les femmes en situation de handicap. Elle ne prévoit d'ailleurs même pas une assistance financière aux victimes. À côté, oui. Absam Jaldi, j'aimerais bien qu'on reste sur le volet économique, puisque c'est une émission économique, n'est-ce pas? Et aussi, donc, malgré ces freins d'ordre juridique ou sociétal qui perdurent, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, après bien sûr les résultats de ce scrutin électoral, est-ce qu'on peut parler d'un réel rôle citoyen aujourd'hui de la femme marocaine? Quoi que l'on puisse dire, madame, je pense que le nouveau modèle de développement reconnaît vraiment que la femme citoyenne forme un maillon essentiel du développement socio-économique du pays et dans la dynamique de création de richesses, et à ce titre doit être pleinement associée au levier de développement voulu par le nouveau modèle de développement. C'est en substance d'ailleurs, madame, le message que portent ici les pages 120, 119 et 120 vraiment du rapport de la commission spéciale chargée du modèle de développement, qui préconisait d'élargir substantiellement la participation des femmes dans les sphères économiques, politiques et sociales, afin qu'elles puissent contribuer dans le développement économique et social du pays, voire même dans l'appropriation des chantiers transformateurs d'amorçage du modèle de développement, à l'exemple vraiment de la transition numérique, de la transition digitale, etc. Alors, dans cette perspective, le nouveau modèle de développement avait reconnu que l'égalité du genre et la participation de la femme dans la société sont aujourd'hui des marqueurs importants du développement et que le renforcement doit constituer l'un des enjeux majeurs du Maroc moderne. Il avait affirmé à cette fin que la résorption des inégalités hommes-femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, générerait un supplément annuel de croissance du PIB entre 0,2 à presque 2%. Au-delà aussi, madame, des retombées économiques, l'égalité du genre et la participation des femmes sont une condition nécessaire pour une société ouverte, cohésive et solidaire, lorsqu'on sait que le double critère qui définit le caractère démocratique et tolérant en toute société se résume dans les conditions faites aux femmes et aux minorités ethniques. Mais je pense que, quoi qu'on puisse dire, il est important tout d'abord, madame, de dépasser vraiment les clivages juridiques qui sont contenus dans les tests qui ont été adoptés durant les 20 dernières années, qui, je le rappelle, ont été adoptés dans la perspective de renforcer vraiment la protection juridique des femmes, ainsi vraiment que dépasser vraiment cette conception vraiment de la femme dans l'imaginaire collectif marocain. Je donne ici par exemple un petit exemple, selon une étude vraiment qui a été menée récemment par l'HCP. Cette enquête vraiment avait démontré que les femmes consacrent à peu près 20% de leur temps journalier aux travaux domestiques, contre seulement 5,6% aux activités professionnelles. En contrepartie, les hommes ne consacrent que 3% de leur temps aux activités domestiques, contre 27% pour les activités professionnelles. Aussi, madame, il y a les femmes vraiment qui conservent une image vraiment de personnes vraiment moins disponibles que les hommes, puisqu'elles doivent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et lorsqu'on pose vraiment ce genre de questions vraiment dans des enquêtes à des hommes, qu'est-ce qu'ils répondent? Que les tâches domestiques incombent généralement vraiment aux femmes. Il en va que la question de l'égalité du genre n'est pas seulement une question vraiment de test juridique ou bien de quota, mais c'est aussi, madame, une question de répartition des rôles dans la société, ce qui suppose préalablement de réinventer notre système de relations sociales, surtout lorsqu'on sait vraiment que l'effectivité des droits dans une société demeure extrêmement tributaire de leur capacité d'accueil par les sujets de société. Et je pense, c'est ce que vraiment le nouveau modèle de développement avait essayé vraiment de souligner, dans l'axe vraiment qui portait à juste titre sur le rôle de la femme dans la nouvelle stratégie de développement du royaume. Et le rôle de la femme dans l'économie, vous avez parlé tout à l'heure d'une femme citoyenne, mais d'une femme aussi créatrice de richesse. On connaît, vous avez évoqué ce chiffre de 45% d'employabilité, en tout cas d'emplois qui soient occupés par des femmes à l'horizon 2035. Ce sont là l'une des recommandations de cette commission spéciale sur le modèle de développement. Mais aujourd'hui, si on parlait de la qualité de ces emplois qui sont occupés par des femmes, Absam Jaldi. Alors, je pense, madame, que par rapport à ce point, d'ailleurs, déjà le nouveau modèle de développement, on avait souligné. Il avait souligné que l'un des volets stratégiques devra être vraiment le renforcement des dispositifs d'éducation,
de formation, d'insertion, d'accompagnement et de financement destinés aux femmes. Cet objectif est en effet primordial pour l'obtention vraiment d'une autonomie économique pour les femmes, et ça commence à juste titre par l'éducation. Mais à cette fin, un travail considérable doit être effectué pour tenter de réduire les disparités des taux d'éducation et d'analphabétisme entre populations privilégiées et populations marginalisées. Cela inclut bien évidemment les femmes. Cependant, madame, je pense que donner plus d'éducation aux femmes ne suffira pas vraiment pour réduire vraiment les inégalités économiques et éventuellement les inégalités sociétales, qui en grande partie sont dues aux perceptions culturelles de la femme au Maroc. Dès lors, les programmes vraiment éducatifs, les médias, la société civile doivent non seulement fournir des efforts pour changer cette perception en offrant des alternatives à la façon dont la femme est généralement décrite, mais il faut également mettre en place un organe de veille afin de s'assurer que la réforme entreprise soit respectée. Ceci est particulièrement important pour la réforme juridique et pour les réformes économiques. Et je pense vraiment que de renforcer les attributions et les prérogatives ainsi que les compétences d'instances constitutionnelles chargées vraiment de la parité et de la lutte contre les discriminations, comme l'avait recommandé le Conseil économique, social et environnemental, pourra accélérer ce processus. En outre, il est indispensable d'offrir des outils à l'insertion professionnelle des femmes dans les secteurs d'activité. C'est pour cette raison que les quotas sont nécessaires dans l'ensemble des secteurs professionnels, surtout dans les conseils d'administration des entreprises et de la fonction publique, afin de s'assurer que les femmes qui font partie des effectifs professionnels ne sortent pas ce qu'on appelle en droit le plafond de verre infranchissable, c'est-à-dire une expression qui désigne le fait quand dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne soient pas accessibles à une catégorie de personnes. Ceci permettra non seulement d'inclure les femmes dans le monde du travail, mais contribuera également à leur mobilité sociale ascendante et leur donnera l'opportunité de faire partie prenante des décisions concernant leur propre inclusion dans les différents domaines professionnels. Cependant, la parité à elle seule n'est pas en mesure de régler l'ensemble des problèmes inhérents à l'autonomie économique des femmes. Je peux ici, par exemple, donner un petit exemple. C'est tout simplement les amendements de la loi électorale qui avait remplacé la liste féminine nationale par des listes féminines régionales, tout en réservant le tiers des sièges aux femmes dans les conseils préfectoraux et provinciaux, afin de renforcer la représentativité politique des femmes. Cette réforme n'a pas permis d'atteindre vraiment le seuil de représentativité à 25%, tel que souhaité vraiment par les décideurs et par la société civile. À cela, madame, s'ajoute le fait vraiment que la parité, contrairement vraiment à ce qu'on en pense, n'a pas pour corollaire l'égalité. On pense en effet vraiment que la parité, que dans le débat public, la parité, vraiment, c'est l'égalité. Alors qu'en vérité, ce sont deux concepts distincts. L'égalité, c'est tout simplement le refus d'une société organisée sur un mode hiérarchique où la femme est englobée par l'homme. La parité, par contre, signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. Il en va tout simplement que la parité n'est qu'un moyen pour parvenir à l'égalité, voire un instrument au service d'égalité qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités. Néanmoins, je pense, madame, que cette tentative vraiment d'inclusion professionnelle des femmes ne peut ignorer la réalité actuelle des femmes qui prennent le plus souvent soin des enfants et des tâches ménagères et qui n'ont pas forcément la liberté de se consacrer à leur vie et à leur activité professionnelle. Aussi donc, il faut leur donner un filet de sécurité sous forme de protection sociale, par exemple ouverture des crèches publiques, ouverture des centres de récréation pour les enfants en bas âge, la mise en place de programmes de télétravail ou encore le développement des réseaux de transport public, etc. Et ces moyens, je pense, lorsqu'ils sont associés à la lutte pour la protection contre les violences et l'harcèlement, permettront aux femmes de se sentir en sécurité lorsqu'elles tentent de s'intégrer plus profondément dans la société, au-delà vraiment des limites qui leur sont imposées par le jeu culturel. Et pour terminer, puisque nous avons un nouveau gouvernement, Abdeslam Jaldi, en tant que chercheur spécialiste, quelles sont les priorités de ce nouveau gouvernement en termes d'autonomisation des femmes, mais aussi de cette égalité des genres telle que stipulée par notre Constitution de 2011? Alors, quoi que l'on puisse dire, madame, il y a le chef du gouvernement, lorsqu'il avait présenté vraiment son programme gouvernemental le lundi dernier, avait affirmé vraiment que le nouvel modèle de développement figure parmi les guises de l'action du gouvernement. Si par contre vous voulez mon avis, je pense vraiment, madame, que le droit marocain, depuis une vingtaine d'années, et également vraiment les décideurs au Maroc, cherchent vraiment, à juste titre, à promouvoir l'autonomie politique et économique des femmes, notamment vraiment par le biais de la parité, à travers la généralisation des quotas dans la politique, dans les conseils d'administration des entreprises ou dans la fonction publique. Or, ce que nous apprend ici en même temps, comme j'avais expliqué tout à l'heure, les amendements de la loi électorale, est que l'égalité homme-femme ne peut seulement se réduire par une politique réussie de quotas, équilibrant les places et les rôles entre les deux sexes. Personnellement, madame, il me semble franchement bien naïf de penser, parce qu'on ne fera plus juridiquement de différence entre un homme et une femme, comme d'ailleurs vraiment le stipule l'article 19 de la Constitution marocaine, ou encore l'article 6 vraiment de la Constitution, qui définit vraiment les obligations positives de l'État à l'égard vraiment de ses citoyens, indépendamment de leur appartenance
ethniques, religieuses ou sexuelles, ou qu'on aura mis 45% de femmes dans les postes de responsabilité en 2035, comme le recommande le nouveau modèle de développement, qu'on sera enfin vraiment dans le stade de la légalité et qu'enfin on sera vraiment parvenu à ce stade vraiment de la société égalitaire qu'on souhaite tous. Je pense vraiment, madame, que cela passera par une réforme globale de notre système de relations sociales, en déconstruisant les discriminations fondées sur le genre. C'est pourquoi, dans le policy brief qu'on avait préparé ici au Policy Center for the New South, au sujet vraiment de la femme marocaine dans le modèle de développement, on avait insisté, madame, voilà, que les dispositions vraiment, voilà, et les recommandations du nouveau modèle de développement au sujet des femmes, bien qu'elles soient vraiment voilà, très révélatrices, se paraissent en quelque sorte insuffisantes pour pallier vraiment aux différentes formes de discrimination dont sont confrontées les femmes. Alors, à cette fin, je pense que 4 réformes doivent être entreprises dans ce sens. Tout d'abord, réviser la loi de 2018 sur les violences faites aux femmes par l'incorporation des formes de violence, par l'intégration de l'ensemble des formes de violence qui sont reconnues par le droit international, mais qui ne sont pas encore reconnues par le droit marocain. Ensuite, réviser le Code de la famille de 2004 dont les dispositions paraissent de plus en plus caduques par rapport aux mutations modernistes qui traversent la société marocaine. Troisième point, renforcer l'autonomie politique et économique des femmes. Et quatrième point, promouvoir l'éducation citoyenne en matière d'égalité de genre. Merci beaucoup, Abslam Jaldi, j'ai envie de dire, pour ce beau plaidoyer pour la cause féminine qui n'est pas propre au Maroc. C'est un combat qui se tient dans le monde entier, j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.